Yo tout le monde, vous allez bien? Quelle merde aujourd'hui les marchés. On va checker. Moi je m'attendais pas personnellement à casser les 30 000. Ce qui est chiant c'est qu'on a notre gros range là, ce que j'expliquais dans la dernière fois quand on a vu la chute au niveau de l'UST. On a le gros range en weekly qui est là depuis 1 an et demi et on casse ce range qu'on a depuis 1 an et demi. Autre chose qui est pénible c'est qu'on a beaucoup de volume profile, rappelez-vous les gros volume profile entre les 30 000 et les 40 000, donc grosse zone de cluster. Malheureusement on la tient pas. Et on cède. Qu'est-ce qui se passe si on cède les 30 000 au niveau du volume profile? C'est ce que j'ai déjà expliqué dans le passé, c'est qu'en gros, vu qu'on a un creux de volume profile entre les 20 000, environ 21 000 et 30 000, et ben le cours il va jamais s'arrêter à 29 000, 27 000, trouver un bottom à 27 000, 25 000, 24 000, 23 000. Non, il va directement descendre à 20 000, 21 000 $, là où il y a de nouveau des volume profile. Pourquoi? Parce que voilà, creux de volume profile, ce qui fait que souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que là, le fait qu'on décroche les 30 000, j'étais très frileux là ces derniers jours. Donc on les a décrochés et pas de surprise, on est directement redescendu à 22 000 quoi. On n'a pas fait d'intermédiaire entre les 21 environ et les 30 000 $. Donc voilà, ça fait mal. En plus de ça, on se tape le SP500. Certaines personnes disent que c'est à cause de Celsius qu'on est en train de chuter, comme la dernière fois quand il y avait l'UST qui avait commencé à chuter, l'UST avec Luna qui a commencé à se péter la gueule en fait. Et quand ça s'est effondré, ça a fait chuter le marché des cryptos dans le Bitcoin. Moi, je pense qu'actuellement, c'est pas à cause de Celsius en fait qu'on fait ça, c'est tout simplement à cause des marchés traditionnels, dont le SP500. Vu qu'on a le SP500 qui repart à la baisse fortement, on a le Bitcoin qui suit et qui reste corrélé au SP500. Et vu que là, on s'est pris une grosse raclée là, au niveau du SP500, je vais vous montrer, en weekly, ça reste toujours baissier, malgré ce qu'on avait fait l'autre jour en daily. Et du coup, le Bitcoin suit en fait le SP500. Et je pense que le Celsius, c'est juste un truc en plus quoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, putain, ça fait mal. Hein. Oh, le SP500 qui chute, les marchés traditionnels qui se prennent plein la gueule, l'économie mondiale qui est quand même assez bancale, on a des guerres par-ci par-là, ça a plutôt la merde. L'UST là qu'on s'est pris, c'est catastrophique avec le Luna. Le Celsius qui est en train de se prendre la gueule aussi, c'est pas ouf. En ce moment on enchaîne, hein, on est chaud. T'es optimiste de façon générale pour l'avenir? Ouais, clairement. Mais en fait, alors ça dépend de quel time frame. Mais moi, si tu parles de la time frame vraiment le long terme, tu vois, genre plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'années, bah ouais, toujours optimiste parce qu'en fait, l'économie mondiale, tu vois, ça fait 200 ans qu'elle est croissante. Je pense pas que les marchés vont commencer à partir. En fait, ils partent d'un marché baissier qui dure vraiment longtemps, tu vois, des dizaines d'années. Ça voudrait dire que l'économie est en décroissance. Ce qui n'est pas le cas. Après, ce qui est décroissant actuellement, c'est tout ce qui est matières premières et tout ce qui, je sais plus comment on appelle ça exactement, mais en gros, toutes les matières qu'on a surexploitées. Il y en a beaucoup qui ont trouvé leur top. J'ai peur de dire des conneries, mais bon, je vais quand même vous le dire. Je pense que vous allez comprendre. En gros, tout ce qui est pétrole, faudrait que je revoie. En gros, c'est des énergies qu'on trouve dans la nature. Pour la plupart, on est arrivé déjà à un pic d'extraction. Et du coup, vu que maintenant on est plutôt décroissant par rapport à ça, est-ce que ça va faire une décroissance au niveau de l'économie? Je sais pas. Matière première, ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, si en fait t'es pessimiste sur les marchés, enfin si tu penses que les marchés vont faire que baisser à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que tu crois en pas la théorie de l'effondrement, mais tu penses en fait que l'économie mondiale va plutôt partir sur une décroissance que sur une croissance. Elle va stopper sa croissance qui est là depuis toujours, en fait, qui est là depuis des centaines d'années. Et c'est possible, hein, mais c'est vrai que c'est dur à anticiper. Est-ce la capitulation finale? Ouais, c'est ça la question en fait. Et c'est compliqué. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos parce que en fait, à une époque, je m'intéressais énormément à l'astronomie, tout ce qui est physique quantique, tout ça. Et je m'intéressais beaucoup tout ça, et aussi à la grandeur de l'univers, tout ça. Ça n'a rien à voir avec les cryptos, hein, mais j'adorais ça, j'adorais ce domaine. Et après, je m'étais beaucoup renseigné aussi sur tout le livre. Je sais pas si vous connaissez le livre. Je sais plus comment il s'appelle le livre exactement. Enfin, je pense que vous l'avez en commentaire, mais ça fait longtemps que je l'ai lu il y a très longtemps, du coup j'ai oublié. Et en gros, il parlait de ça, puis après, je suis pas mal renseigné avec ça. Et en fait, c'était un peu, c'est pas lié avec l'univers, mais en fait, l'univers m'avait fait comprendre qu'on n'était pas grand chose et que tout ce qui est là aujourd'hui ne sera pas forcément là demain. Et après, en fait, ça en découle sur, pas la théorie de l'effondrement, mais ça en découle sur le fait que on arrive à un top de croissance au niveau mondial et qu'on peut partir sur une décroissance. C'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est compliqué à anticiper parce qu'en fait, depuis qu'on est né, pour la plupart d'entre nous, on a toujours connu une société qui est en constante croissance. Même si ça nous paraît très peu probable et impossible, vu qu'on a vécu et on a connu que ça, c'est possible qu'un jour, en fait, on part dans une économie qui est plutôt décroissante, quoi. Et là, ça va faire très mal. Art de la guerre? Non, c'est pas art de la guerre. C'est Homo sapiens sapiens, un truc du style. Je sais plus ce que c'est exactement. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'astronomie non plus. Mais je trouvais que l'astronomie, et ça, c'était lié par rapport au niveau de la perception. Au niveau de la perception qu'on peut en retirer. Et ben, je trouve que c'était quand même lié. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai du mal parfois à expliquer. Tu peux essayer lesquels en livre? Ben, en vrai, moi, j'ai adoré Avaler le crapaud de Brian Tracy. Après, tout ce qui est Robert Kiyosaki. Mais en vrai, moi, j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai bien aimé, mais il m'a pas appris énormément. Père riche, Père pauvre, je pense que c'est bien de le lire si tu es au début plus ou moins de ton apprentissage, je pense de l'entrepreneuriat, de l'investissement, tout ça, à mon avis. Mais ça reste quand même assez basique. J'ai préféré 4 ans de cash flow de Robert Kiyosaki qui est très intéressant.
Le pouvoir des habitudes, je crois que je l'ai déjà dit. Brian Tracy a avalé le crapaud. Il y a aussi celui de Olivier Roland, il me semble, pour dire une bêtise, qui a écrit Tout le monde n'a pas eu la chance de rater les études, qui est pas mal. Livre sur les cryptos, j'en ai plein là dans ma chambre. Je vais aller chercher. Je suis de retour. Regardez, lui, le Bitcoin, comprendre Bitcoin en seulement 2 heures. Très basique, hein. Vous n'allez pas apprendre grand chose, mais franchement, pour revoir les bases, trop bien. Et si vous voulez faire comprendre le Bitcoin à quelqu'un qui connaît pas du tout, et lit ce livre, c'est incroyable. T'apprends tout. C'est bien récapitulé. Et dans le même style, il y a lui là. Comprendre Ethereum en 2 heures, ouais, qui est pas mal. Comprendre Elrond en 2 heures, qui est pas mal aussi. Mais il fallait le lire. Non, mais non, c'est un peu chiant de le lire, quoi, vu que le GLD est à 40$. Mais bon, je pense que le projet sera toujours là plus tard. Mais là, j'en ai pas beaucoup des livres parce que la plupart ils sont en France. J'en ai pas trop à Malte. J'ai lu aussi la psychologie de l'argent que j'ai pas encore lu, qui m'a l'air vraiment pas mal. J'ai eu de bons retours, donc je verrai. Lui aussi, je l'ai pas lu. Il me semble que c'est Cryptos. Ouais, c'est Cryptos qui l'a écrit lui. Quand je l'ai vu, du coup, j'ai direct commandé. Bitcoin crypto-monnaie. Alors, je sais pas de quoi il parle exactement, mais vu que c'est Cryptos, ou en général, ils font du bon taf. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et lui, j'adore. Je l'ai pas lu en entier, mais il faut que je le finisse. Factfulness. Il est trop bien. Il est big, par contre. C'est un gros livre, mais franchement, Factfulness, pas mal. Factfulness, pas mal. Il y a une bonne morale derrière. Et en France, la semaine de 4 heures, il me semble que j'ai lu. Je m'en souviens plus. Il y en a beaucoup. Et j'ai lu plus des livres audio que papier. Miracle Morning, ouais, Miracle Morning, je l'ai lu aussi. Il est pas mal. Il est pas mal. Après, moi, je l'avais bien aimé parce que c'était à l'époque où je me levais tous les matins à 4 heures et je charbonnais le matin. Mais en vrai, ce que j'ai compris à long terme, c'est que beaucoup de gens disent que c'est important de se lever à 4 heures et tout. Mais c'est pas forcément important si ça te rend pas heureux en fait. Faut mieux adopter un temps de travail là où tu vas être le plus productif. Donc ça peut être le matin, ça peut être le soir. Moi j'aime bien travailler la nuit et le soir. Donc je fais plutôt ça et le matin en général je dors. Les documentaires à conseiller, moi je te conseille le documentaire, tu mets Bitcoin Arte. Le documentaire de Arte sur le Bitcoin où en fait ils reprennent l'histoire du Bitcoin depuis le début et surtout ils reprennent la pensée de Satoshi Nakamoto. Alors on connaît pas vraiment la pensée de Satoshi Nakamoto parce qu'elle l'a jamais vraiment exprimée après 2011, mais avant 2011 en reprenant tous ces posts qu'il a mis, le white paper, tous les posts qu'il a mis dans le forum bitcoin.org, etc. Ils ont fait un truc plutôt quali, je trouve. Et la vidéo a super bien marché. Je crois qu'elle a fait plus d'1 million, 1,5 million vues. Il me semble, 1,5 million de vues. C'est un documentaire de 1 heure, environ 1h30 sur Bitcoin. Et il est vraiment pas mal. Tu utilisais quelle app pour les livres audio? J'utilisais Audible. Mais non, j'utilise moins parce que j'ai plus trop le temps. Mais avant, j'utilisais Audible. Et Audible, j'ai charbonné. Audible, j'ai dû... je sais pas, j'ai dû bien... J'ai bien dû sécher au moins 40-50 livres sur Audible. Et au début, j'avais plein de petites techniques. J'étais un vrai truand parce qu'à l'époque, vu que j'étais étudiant, je mettais tout dans les cryptos, j'avais 0 thune. Du coup, je pouvais pas me permettre de payer 10 balles d'abonnement par mois sur Audible. Donc, ce que je faisais, c'est que je trouvais des astuces où je me créais un nouveau compte, je renouvelais mon compte. À chaque fois que tu quittes ton compte, ils vont te proposer de donner des points et tout supplémentaires. Et au final, j'ai dû lire 40-50 livres pour pourquoi peut-être 30 balles sur Audible. Et bon, si vous avez moyen, en vrai, je vous conseille pas de le faire parce qu'en vrai, c'est pas cool pour la plateforme. Les 30 jours gratuits, on connaît, ouais, c'est ça, exactement. 30 jours gratuits, tu charbonnes bien, puis à la fin des 30 jours gratuits, tu fais bon, vas-y, j'arrête. Et tu te recrées un compte, tu fais ça plein de fois, et au final, tu pars plein de livres gratuits. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, regardez, le TH est incroyable en weekly. Ouais, que le RSI, il est venu que 2 fois en dessous des 30 de RSI. Une fois ici et une fois ici. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en décembre 2018, il était à 80$. Donc c'est vraiment cool. Et deuxième chose sur le RSI, en mensuel, le Bitcoin, vous voyez qu'on est sur point bas historiquement bas en 2015, point bas historiquement bas en 2018, point bas historiquement bas actuel en 2022. Et il faudra faire attention parce que c'est par rapport à la clôture mensuelle du mois de mai. C'est-à-dire que si on fait une clôture mensuelle du mois de mai à 23 000$, on aura le RSI ici. Mais c'est possible qu'on fasse une clôture mensuelle du mois de, pas de mai, mais de juin, je me suis trompé, plus haute. Si on l'a fait à 25 000-26 000$, le RSI sera un peu plus haut, mais il sera toujours sur les niveaux équivalents en 2018 et 2015. Donc ça, très 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 intéressant. J'attends aussi le Nupal qui se mette à jour sur Glassnode pour voir un peu ce que ça donne, si on est en phase de capitulation ou pas. Ah oui, la moyenne mobile aussi, 200 est incroyable. Regardez, moyenne mobile 200. J'adore ce Stankator. Je l'ai regardé beaucoup pendant très longtemps, durant des années. Je me suis dit, le jour où on y va, je recharge, là, c'est la fin. C'est la fin. C'est le moment de recharger à fond, quoi. Et là, on y est aujourd'hui, du coup, j'essaie de rentrer un max sur le marché pour profiter. Et vous voyez, on est venu à tester ici en 2015. Regardez, en 2018, on avait fait une clôture weekly pile dessus. Pour le corner, on était descendu légèrement en dessous, mais vous voyez, on était pas très loin de la moyenne mobile. Donc là, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'on risque de faire une clôture weekly de bottom, en fait, vers cette moyenne mobile 200. Par contre, si on casse en fait cette moyenne mobile 200 weekly qu'on a depuis des années, depuis le début sur Bitcoin, et qu'on casse ces 20 000, ben je serais encore plus perdu qu'actuellement, quoi. Je serais complètement perdu parce que ça remettra en cause beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ce que j'expliquais ce soir dans ma vidéo, vous allez la voir quand elle sortira. Mais en gros, regardez dans le passé, vous voyez, quand on a fait un top ici en 2013 à 32$,
on n'est jamais revenu chercher le top durant la phase de marché baissier ici en 2015. Quand on a fait notre top ici en 2015, on n'est jamais revenu chercher le top qu'on avait fait là à 1200$. Ouais, pour le bear market de 2018. Donc là, c'est la même histoire. C'est-à-dire que là, on a notre top de 2017 à 20 000$. Ce serait quand même fou de revenir tester ou même de passer en dessous de l'ancien top de 2017 qu'on avait fait ici. Alors que c'est jamais arrivé dans le passé. Je sais pas. Si ça arrive, les gars, ça remettrait tout en question. Ou ça a remonté seulement après le prochain halving. Ça aussi, c'est possible. Et ça, ce serait long et chiant. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une période d'accumulation, c'est-à-dire trouver un bottom là cet été, faire une période d'accumulation qui dure jusqu'au prochain halving de mai 2024. Et après, on part en bull run. On peut faire un scénario là, 2019 en fait aussi. Où en gros, 2019, alors je vais vous montrer le niveau graphique, mais en gros, 2019, il s'est passé que, juste là, regardez, on a eu notre bear market, bottom de bear market et la période d'accumulation. Sauf que durant la période d'accumulation, on a une sorte de mini bull run. Mais c'était quand même un gros bull run. Hein. C'était quand même un gros bull run. Enfin, non, c'était pas un gros bull run, mais c'était quand même une grande hausse. C'était pas rien. C'était 340%. C'est quand même balèze. Et là, en fait, c'est parce qu'on fasse un truc pareil, c'est-à-dire que hop, on descend, on trouve un bottom, je sais pas où exactement, on commence à ranger à partir de la période d'accumulation, et entre-temps, avant le halving de mai 2024, il est long hein, quand même, hein. Ici, c'est en 2 ans, et on fasse un mini bull run comme ici, tu vois, de 300-400%, tu vois, 300%, ça monte haut quand même, hein. 300%, et on fasse ça, après on redescend, période d'accumulation, après halving, puis on repart en sorcière. Et du coup, ça ferait le même scénario qu'ici. Sauf que là, ce serait pareil, quoi. Les cycles n'auraient plus aucun sens. Parce que du coup, on ferait un bottom plus bas que le top de 2017, ce qui n'est jamais arrivé, et on ferait un top ici, alors qu'on n'est même pas retourné en bull run, plus haut que le top qu'on a fait avant. Ce serait vraiment bizarre, mais c'est possible, quoi. Un jour ou l'autre, de toute façon, ça arrivera. Et ça se trouve que c'est en train de se faire actuellement, parce que comme d'habitude, en fait, je l'ai déjà expliqué, mais le stock to flow marche très bien. Mais un jour ou l'autre, il va se faire invalider. Je pensais pas qu'elle allait se faire invalider durant ce cycle, mais un jour ou l'autre, ouais, il va se faire invalider. Enfin, si c'est pas déjà fait. Et ça va jamais durer indéfiniment comme ça pendant 100 ans, quoi. Avec toujours les mêmes cycles, bull run, bear market, bull run, bear market. Ouais, au bout d'un moment, ça a changé. Juin, juillet, août, septembre, je serai à Malte. Et après, octobre, par contre, je pars de Malte. Je pars juste pour l'hiver, parce que l'hiver, il fait bon ici, mais il fait 15-20 degrés, quoi. Moi, j'aimerais bien faire un hiver où il fait tout le temps 25-30, je préfère. Bali en octobre, novembre, c'est, comment ça s'appelle déjà, la Thaïlande. Et décembre, France. Et janvier, février, Mexique. Et mars, Hawaï. Et après, avril, revient à Malte. Et au moins, ça permet d'avoir un an que du soleil. Moi, j'adore ça. Et putain, j'ai chopé quand même moins 88%. Hein, c'est beau, hein, moins 88% sur ce short. Donc, j'ai mis $1000 de position. Je suis à 7000 et quelques de gains, du coup, sur celle-là. Ensuite, il y a ici, non, j'en ai pas. Ici. Sur celle-là, pareil. Pareil. Alors, je suis rentré pas à 1,7$, mais je suis rentré à 1,16$. Et là, pour l'instant, il est à 22 centimes. Donc, environ pareil, 1100 de position, 5000 de PNL. Donc, c'est cool. Et il y a le sell de Celsius Network, où je suis à 3000 de PNL. Lui, par contre, j'ai pas mis de levier. J'ai pas osé. Et je suis rentré à 64 centimes avant que ça crache là. Et ouais, aujourd'hui, on allait chercher tellement bas. C'est incroyable. Je vais voir rapidement en termes de pourcentage. 52%. Mais quand on a fait la mèche, wow! Oh, ma position de ce matin, comme elle devait être grosse, vu qu'il allait chercher très bas. Mais je pense que ça va continuer logiquement. Vu qu'ils ont arrêté les retraits, là, ça risque de pas aller dans le bon sens, je pense, pour Celsius. Le sel, je me suis dit, en fait, dès que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était pas bon, et j'ai acheté la rumeur direct. Enfin, acheter la rumeur, vendre la news. Et moi, j'ai acheté la rumeur direct. Je me suis dit, vas-y, je mets un short, ça coûte rien. Et j'ai mis un petit capital encore une fois, et ça passe. Et j'ai dit à Alan, j'ai appelé Alan, j'ai dit, vas-y, Alan, mets le short aussi, ça va le faire et tout. Il a hésité, finalement, il l'a mis avec du levier en plus, lui. Du coup, c'est encore mieux pour lui. Je veux shorter un shitcoin. Oh, les shitcoins, vous pouvez les shorter là, parce que ça approche cher. Hein. Attention au rebond quand même. Parce que ce qui peut être raide, c'est que quand ça descend très fort d'un coup, souvent on a le rebond en fait. Dans la même journée, en fait, on va juste faire une mèche très basse, puis on va rebondir en quelques heures. Si tu le prends au mauvais moment, en fait, où chute et le token est déjà fait moins 40% dans la journée, tu le short et que tu tapes le rebond, tu prends un effet de levier, tu te fais liquider direct. Donc faire gaffe. C'est dû à l'SP500. Hein. Là, on va aller voir le SP500, mais c'est dû à ça. Je pense qu'on aurait eu un SP500 qui aurait continué à monter, le Bitcoin, il serait allé beaucoup plus haut. Je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit à cause de ça. Ouais, c'est à partir de janvier que ça commence à chuter, quoi. Et regardez, là, vous voyez, si on se met en daily, on voit clairement que le SP500, là, il a rouvert fort. Il a clôturé fort dans le rouge aussi. Et ça corrèle tout ça avec Bitcoin aussi. Et puis ce qui arrange pas les choses, c'est le dollar qui remonte. Et le dollar qui remonte fort et commence à faire un nouveau plus haut que l'ancien plus haut. Voilà, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou du tout. Et le problème de SP500, c'est que là, on avait c'était plutôt aussi en daily, ouais. Pourquoi? Parce qu'on avait eu une sorte de double tome juste là, ouais. Ça avait plutôt bien matérialisé. On a cassé la zone de neutralité, c'était très propre. Mais la tendance en weekly restait toujours baissière. Ce que j'explique dans la vidéo de ce soir, en gros, vous voyez, en weekly, on reste sur une dynamique qui est baissière. Pourquoi? Parce que vous voyez, on fait un plus haut qui est plus bas que le précédent, avec un plus bas qui est plus bas que le précédent. Et on reste dans cette dynamique-là. On fait un plus haut qui est encore plus bas que le précédent. Donc on reste dans une dynamique baissière. Et voilà, on risque de continuer à faire ça. Et le jour où on fera un plus haut que le précédent, du coup, on refera une figure de retournement, quoi, un
retournement de marché, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et moi, ce que j'ai peur, le SP500 continue à chuter, parce que ça peut durer longtemps, cette histoire. Regardez, en 2008, ça a duré 500 jours, la baisse. C'était long. Bon, là, pour le Canada, c'était assez fou, assez différent, je veux dire. Et là, pour l'instant, on n'en est qu'à 170 jours. Et donc, attends, j'ai dit combien? 500? Non. Ah oui, 518 jours, mais c'est énorme. 518 jours, vous voyez, si on décale à peu près pareil, 500 jours, on se retrouve en 2023. Oh putain, je suis 2023. Mais du coup, ça coïnciderait avec aussi le halving du Bitcoin, quoi. Si on part vraiment dans un crash au niveau de l'ESP500, et on trouve en fait une bottom au bout de 500 jours, on commence à remonter, au niveau de Bitcoin, bah, on arrivera vers notre halving, et donc ça coïncidera en fait aussi avec. Et puis il y a aussi la remontée des taux d'intérêt, tout ça. Ils ont dit que ça arrivera plutôt 2023, 2024, enfin l'inverse, et donc ça pourrait y jouer aussi. Et donc ce que j'ai peur, c'est que le SP500 reparte dans ce style-là, nous fasse un effondrement, quoi, comme on a eu en 2008, comme on a eu en 2000. C'est logique aussi, parce que souvent, voilà, si on prend sur 200 ans, ça arrive tous les 10 ans, 15 ans environ que ça arrive, et là, c'est pas arrivé depuis 2008. Donc au bout d'un moment, on en aura forcément forcément un. Sauf si voilà, on a la Fed derrière qui réinjecte à chaque fois, et du coup, on baisse jamais. Mais pour l'instant, c'est pas trop ce qu'ils ont envie de vouloir faire. Et du coup, si c'était une vidéo que j'ai fait il y a 2 mois, vous pouvez continuer vous pouvez aller la voir sur YouTube. Le titre c'était, il me semble, Bitcoin, le SP500 en corrélation, un truc du style. On peut aller la voir. Et en gros, je parlais de ça. Et il disait que si le SP500 nous fait un véritable bear market comme en 2008, et ben le Bitcoin, c'est la première fois qu'il va vivre ça, et ça va être dur pour lui de se décorréler de l'ESP500. Vu que pourquoi en fait le Bitcoin est corrélé à l'ESP500, il est corrélé à l'ESP500. Alors je dis l'ESP500, mais c'est l'S&P 500. Mais laissez-moi dire l'ESP500 parce que j'aime bien. Pourquoi il est corrélé à l'ESP500? Parce que les acteurs qui sont sur Bitcoin aujourd'hui viennent des marchés traditionnels, viennent de l'ESP500. Du coup, ce qui se passe quand le SP500 chute, c'est qu'il y a un rééquilibrage des portefeuilles. Donc ça veut dire que les mecs qui sont sur le SP500, ils vont racheter pour vendre ce qui monte, pour rééquilibrer leur portefeuille, tout simplement, pour pas prendre de risques. Donc vu que le Bitcoin monte, ils vont le vendre pour racheter de l'SP500 qui lui descend. Et du coup, ce qui fait que ça fait une corrélation entre les deux. Et donc le Bitcoin, vu qu'il est beaucoup plus faible en termes de capitalisation que le SP500, bah, il va le suivre dans sa chute. Et ce qui fait qu'on a une forte corrélation entre les deux. Et ce qui fait que ça fait flipper, parce que si on a le S&P 500 qui part dans une véritable phase de marché baissier comme on a eu en 2008 durant 1 an, 2 ans, quoi, et ben le Bitcoin, j'ai du mal à le voir à se décorréler comme ça par hasard de l'SP500 et qui part tout seul de son côté. Ça fait peur. Parce que pour l'instant, on est qu'au début au niveau de l'SP500. C'est vraiment, on part dans un marché baissier. Où est-ce qu'il est ce petit VET? Il est là. Le VET USD. Il résiste plutôt bien. Le VET résiste plutôt bien, étonnamment. J'en avais parlé rapidement dans la vidéo tout à l'heure. En gros, le VET, on avait ce triangle de progression, on a cassé malheureusement la baisse, donc on le casse, forcément on va la baisse. J'avais pas mis la target, mais elle était pertinente. Hop, première vague, vous le reportez à la sortie. Ouais, c'était pertinent, on avait cherché bien correctement la target. Ce qui m'intéresse, moi, c'est VET BTC et VET ETH surtout. Tu vois, VET BTC qui est plutôt sur une trend qui est haussière. On avait même vu une divergence, il me semble. Ouais, le RSI, regardez, le cours qui descend, le RSI qui monte. Donc c'est pas trop mal, hein, au niveau du RSI, on a une belle recharge. Franchement, VET BTC, très très propre. Et VET ETH, pareil, regardez VET ETH. Une belle performance aujourd'hui, là, regardez aujourd'hui, en daily, belle performance. Et weekly, c'est pareil, ouais, ça superforme là depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines, malgré le crash qu'on a. Donc je pense que quand le marché va repartir, le VET va superformer fort. Parce que s'il arrive à superformer durant ce genre de phase, quand ça va repartir fort. C'est dû aussi peut-être aux news qui sortent, parce que j'ai vu que l'autre jour, il y avait VET qui avait fait un partenariat avec l'UFC, donc ça c'est plutôt cool. Mais ouais, plutôt bon, hein, niveau fondamental, au niveau technique, le VET très très intéressant. En plus, ouais, il réintègre son rectangle violet là qu'on a beaucoup regardé dans le passé, où en gros, on est sur une zone très très basse là. Et à chaque fois, en fait, cette zone basse, quand on vient dedans, souvent on remonte et du coup, ça fait une super performance entre le VET et le TH. Ce qui est cool, c'est que là, on est de retour dedans. Alors, on était de retour dedans déjà tôt, en janvier, mais c'est du weekly, c'est une longue tendance, c'est-à-dire que ça met du temps. Rappelez-vous, là, ça a duré plusieurs mois. Là, c'était très très long aussi. Et là, c'est encore plus long. Mais c'est pas grave, c'est le marché qui est comme ça. Mais je veux dire, la performance qu'on peut faire avec vaut le coup d'attendre ce temps-là. Et donc là, vu qu'on revient dans ce rectangle violet qui est très intéressant, qui est pertinent, je pense que ça vaut le coup de rentrer encore une fois, de passer une partie de ETH en VET. Encore une fois, il faut faire attention, toujours prendre un pourcentage. Moi, j'ai pris un pourcentage de mes ETH que j'ai envoyé en VET. Le pourcentage que j'ai pris en ETH pour les passer en VET, j'ai bien mis 90% déjà en VET, quoi. Facile. Et du coup, le but, c'est attendre que la courbe remonte. Donc, on fasse une performance dans ce style. Et petit à petit ressortir en dessin inversé pour essayer de gratter un x2, x3 et du coup faire x2, x3 sur ces ETH gratuitement en super fort avec le VET. Donc ça c'est intéressant. Et on peut faire pareil avec BTC. Ça va le moral? Bah ouais, mais le moral en vrai ça va nickel moi, parce que j'ai beaucoup de détachements par rapport au marché et surtout en fait ça m'impacte pas dans ma vie. C'est-à-dire que ce qui est bien avec le capital que j'ai dans la crypto, c'est qu'il était quand même assez conséquent. Donc même si je perds beaucoup en capital, et je perds quand même beaucoup d'argent, ça m'impacte pas dans la vie de tous les jours parce que j'ai quand même pris pas mal de sécurité. Du coup, c'est pas parce que le marché, par exemple, si demain Bitcoin il descend à, je sais pas, à 100 ou 1000 dollars, je pourrais toujours vivre dans mon appart, je pourrais toujours vivre à Malte, je pourrais toujours avoir le train de vie que j'ai actuellement. J'ai pas un train de vie qui est trop élevé.
je fais gaffe à pas monter trop mon train de vie, en fait, et le garder assez correct. Pas besoin de le baisser si jamais ça a mal, parce que voilà, j'ai pas un train de vie hyper élevé. Et ça, je pense, c'est important. C'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Quand en fait, tu gagnes un peu plus, pas éviter de prendre un trop gros train de vie. Et niveau moral, ouais, c'est nickel. Bah, après, forcément, sur les réseaux, ça attaque un peu plus, surtout Twitter. Mais bon, on se fait avec. Et en fait, c'est la phase de marché qui fait ça. C'est la phase de marché qui fait ça. Et c'est tout à fait normal. Et sinon, je sors pas mal en ce moment, vu que en fait, ce que je fais, moi, souvent, c'est que je m'adapte au marché. C'est-à-dire que quand le marché monte, la période d'euphorie et tout, il y a beaucoup d'argent à faire. Ouais, des trades dans tous les sens à prendre sur les altcoins et tout. Je me vais à fond crypto, quoi. Et durant 2020-2021, je t'ai fait 100-120 heures par semaine. Je faisais que ça. Et j'en ai profité à max. Et là, depuis qu'on descend depuis novembre, je sors beaucoup plus. Et je profite. Et là, je travaille beaucoup moins. Je travaille quoi 30 heures par semaine, même pas. T'as quoi comme voiture si t'en as acheté une? J'avais un. Ça, c'est fou. J'ai tout respecté la règle des 5%. Mais moi, je prenais 2-3%. C'est-à-dire, je mettais pas plus de 2 ou 3% de mon capital dans une voiture. C'est hyper important parce que la voiture, ça reste un passif. Et du coup, j'avais un Picasso avant. C'est la voiture de mes parents. Éclaté, un Picasso éclaté. C'était un vieux Picasso C1. La porte, elle marchait plus. Il y avait le pare-brise pété. Il y avait rien qui marchait. Elle était éclatée. Elle devait avoir plus de 300 000 km. Et du coup, je roulais avec ça. Et c'était drôle parce qu'à un moment, j'avais plusieurs centaines de milliers d'euros de capital. Et j'avais encore cette voiture parce que j'étais en train de la changer. Et après, du coup, je suis parti sur. Ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté en mai 2021. Et j'ai acheté une Audi TT. Ça reste une petite voiture, pas très chère. Hein, je l'ai acheté, je crois, 15 000 euros. Un peu moins, c'était 14 000 avec les réparations et tout qu'il y a eu dessus. Et en vrai, elle est cool. Une petite Audi TT, 200 chevaux. J'aime bien les voitures. Après, je pense en prendre des plus grosses, plus puissantes. Mais je vais commencer avec 200 chevaux pour pas me planter. Parce que si tu commences avec 300-400 chevaux alors que tu as 2-3 ans de permis, c'est la galère, quoi. Ça donne envie, mais tu as plus de chances de te planter. Donc autant étape par étape, 200 chevaux. Après, je compte prendre 300, 400, 500, 600, etc. En vrai, une petite Audi TT, c'est bien. Ça fait le taf. GTR, pareil, Nissan GTR, objectif. Mais 30 ans. Je vais laisser ce temps parce que si j'en prends une à 22 ans, je vais me tuer avec. Bon, allez, je vous laisse dessus. Merci de m'avoir suivi le live. Allez, ciao tout le monde. À plus.